Et votre invité sur Boursorama aujourd'hui, c'est Jean-Marc Borrello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe SOS et auteur de Pour un capitalisme d'intérêt général. Voilà, on voit la couverture de votre livre qui s'affiche. Alors, on va en parler justement de ce que vous dites dans ce livre, mais vous êtes aussi et surtout, vous avez deux casquettes, l'un des 9 délégués nationaux d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Et j'aimerais en parler dans un premier temps avec vous de cette campagne d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, là, on va être à 2 mois du premier tour de la présidentielle. Toujours pas de programme. Pourquoi faut-il autant de temps à Emmanuel Macron pour présenter un programme précis ? Quand on dit toujours pas de programme, un certain nombre d'idées ont été avancées, développées, égrenées au fil et à mesure des différents meetings. L'ensemble sera connu début mars, le chiffrage sera fait très rapidement. La méthode fait que nous avons concerté un certain nombre d'idées, confronté ces idées avec les près de 200 000 marcheurs de ce pays, qu'ensuite ces idées ont été analysées par des experts et que nous continuons à échanger. Donc il s'agit d'un programme bottom-up qui vient du terrain, qui sera analysé par des experts, mais effectivement ça prend plus de temps que de rédiger dans une tour d'ivoire 1000 pages de programmes précis qui ne seront jamais appliqués. Donc ça ne pèse pas sur sa candidature, dites-vous, il peut comme ça encore, ça va être le 2 mars je crois. C'est cela, oui. D'ici au 2 mars, sans programme précis. Oui. Il n'y aura pas d'impact, il y aura pas d'impact sur sa cote de popularité qui est quand même au plus haut depuis le début de la campagne là. Elle est au plus haut avant le programme, donc elle continuera à s'envoler une fois que le programme sera connu, ouais. Évidemment. D'accord. Évidemment. Votre rôle au sein de la campagne d'Emmanuel Macron, on dit que vous êtes l'atout social d'Emmanuel Macron, plus précisément. L'atout social, je ne sais pas. Il se trouve Votre que contribution. depuis 40 ans, je mène des actions de lutte contre l'exclusion. On va en parler. J'analyse les politiques publiques. Je participe à l'élaboration de quelques-unes d'entre elles. J'ai été fonctionnaire, j'ai été patron de PME. J'ai construit un groupe de l'entrepreneuriat social qui réussit pas si mal que ça. Donc effectivement, j'ai un peu de savoir-faire sur ces sujets. Je suis irréductiblement un homme de gauche et donc je participe depuis ma place, comme d'autres chefs d'entreprise, aux fonctionnaires, salariés, syndicalistes. Depuis leur place, nous contribuons les uns et les autres à l'élaboration de ce qui sera le programme parmi près de 200 000 marcheurs qui réfléchissent à travers le pays. Vous êtes de gauche, mais son programme, en tout cas, ce qui commence à se préciser, c'est pas vraiment de gauche. En plus, il a un profil de financier. Alors, on va en parler en parlant de votre livre. Son profil de banquier, vous qui êtes un ancien éducateur spécialisé, ça peut matcher, ça ? Son profil de philosophe de formation, fonctionnaire de pratique, membre du ministère des Finances pendant quelques années. Je crois que réduire Emmanuel à un banquier, ce serait me réduire à un éducateur. Je suis très content d'avoir été éducateur. Et vous êtes fier d'avoir commencé comme ça ? J'ai fait quelques autres choses dans ma vie. Je crois qu'Emmanuel, sur l'ensemble de sa carrière, a été beaucoup plus autre chose que banquier. Racontez-nous comment vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré parce qu'il était mon élève dans une conférence à Sciences Po. C'est la conférence de questions sociales, donc nous sommes au cœur des sujets à l'époque où il préparait l'ENA. Donc il était dans ma classe. Mais j'en reviens à votre sensibilité de gauche. Vous avez aussi travaillé avec Benoît Hamon. Enfin, travaillé, vous avez contribué lorsqu'il était ministre des Affaires sociales. Enfin, ce n'est pas l'intitulé exact. Pourquoi avoir choisi Macron plutôt qu'Hamon ? J'ai passé pas mal de temps avec Benoît, qui est un homme pour lequel j'ai un profond respect et une grande sympathie. Parce qu'il a fait une loi qui était intelligente. Je pense que c'est un homme honnête et que ses convictions sont respectables, sauf qu'il est dans un dispositif dans lequel je ne crois plus. L'opposition d'une partie de la France contre l'autre, l'opposition d'une partie du Parti socialiste contre d'autres parties du Parti socialiste. Je crois que le système est révolu. Indépendamment des hommes, il y a des gens courageux, honnêtes, intelligents, à droite et à gauche. Les grandes réformes de ce pays ne sont pas toutes de gauche. Elles ont souvent été le fruit d'un accord entre la gauche et la droite et que aujourd'hui, il est temps de rassembler l'ensemble des bonnes volontés pour être et de gauche et de droite, mais surtout central dans le débat et les réformes. Comme votre domaine, c'est la lutte contre l'exclusion, son idée de revenu universel, ça ne correspond pas à une attente ? Malheureusement, ça ne peut pas être une solution ? Comme la plupart des grandes associations qui traitent de l'exclusion, je dois reconnaître que ce n'est pas une bonne idée. La lutte contre l'exclusion, ça passe par l'accès à l'emploi. On ne peut pas renoncer à l'emploi, on ne peut pas renoncer à ce qu'une partie de la population apporte sa pierre à l'ensemble de l'édifice social.
L'emploi, ce n'est pas simplement un salaire, c'est aussi des relations sociales, une entreprise, la possibilité de se former. Donc Emmanuel Macron est plus le candidat de l'emploi pour tous, avec ce qui va autour, c'est-à-dire la capacité d'innover, la formation pour ceux qui en ont le plus besoin. Je ne me résous pas à l'idée qu'on puisse servir une contribution à domicile et que ça suffise à résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles nos contemporains sont confrontés aujourd'hui. Quoi, c'est de l'assistanat et c'est pas bon l'assistanat? L'assistanat, ça n'est pas bon. L'investissement social, c'est extrêmement important. Investir, ça veut dire qu'on met des moyens pour permettre à quelqu'un lui-même de créer de la richesse à son tour. Ça, c'est une démarche qui me paraît plus efficace, plus efficiente, et en tout cas, c'est celle que nous menons depuis près de 40 ans. Je le disais, vous êtes président du groupe SOS et c'est sous cette casquette que vous écrivez ce livre, donc pour un capitalisme d'intérêt général. Présentez-nous un petit peu le groupe SOS, puisque le grand public ne connaît pas cette appellation, connaît peut-être certaines entités, mais dites-nous un petit peu plus. Vous êtes à la tête de ce groupe depuis 20 ans, hein, je crois. Depuis 97. 32 ans. Alors moi j'avais lu 97. Oui, mais alors depuis 97, j'en suis salarié, mais avant je l'ai créé et dirigé de manière bénévole pendant que je faisais autre chose. Donc le groupe SOS est un groupe de l'économie sociale, un groupe d'entrepreneuriat social qui gère de la santé, des hôpitaux, des maisons de retraite, des institutions qui prennent en charge des jeunes, depuis les crèches jusqu'au centre d'éducation renforcée, des structures qui permettent l'accès à l'emploi et SOS Solidarité qui est un dispositif autour du handicap, du mal-logement et de tout ce qui peut permettre de prendre en charge des gens qui, par exemple, sont aujourd'hui dépendants de la drogue et qui veulent s'en sortir. Donc c'est un groupe multiforme, il y a 45 métiers. Nous sommes 15 000 collègues à travailler dans ce groupe, il fait 22% de croissance par an. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y en aura jamais, il n'appartiendra jamais à personne, pour reprendre un slogan ancien. Et il est performant, il attire des talents divers et variés et il continue à se développer au rythme de 22% avec une croissance depuis peu de temps à l'international avec la solidarité internationale dans une trentaine de pays. Il n'y a pas marqué groupe SOS à l'entrée de ces établissements. Vous avez des noms d'établissements qui sont un petit peu connus du grand public? Nos crèches s'appellent Crescendo, les hôpitaux à Paris s'appellent Jean Jaurès. Voilà, chaque établissement a sa propre marque. Nous sommes plus un banc de poissons qu'une baleine, donc nous sommes constitués d'une 405 entités qui chacune ont des métiers différents, des services rendus à la population différents, et c'est un groupe qui continue à grandir sous ce modèle-là. Mais tout se rapporte à vous, c'est pas une espèce d'alliance? Non, c'est pas une alliance, d'entité indépendante. C'est bien un groupe, pour aller vite, dont la holding serait associative et qui a des métiers extrêmement différents. Le capitalisme d'intérêt général. Bon, de prime abord, c'est difficilement conciliable ces deux notions. Et vous dites, pourtant, oui. Alors déjà, dites-nous pourquoi on n'a pas trouvé de solution satisfaisante d'un côté comme de l'autre et pourquoi il faut trouver autre chose. On a l'habitude de considérer qu'il existe une économie de marché, de l'autre côté une économie sociale et solidaire qui serait sans capitaux et qui aujourd'hui représente à peu près 10% du produit intérieur brut et 12% de l'emploi, ce qui n'est pas si mal. Ça, avant la loi Hamon, ça recoupait associations, mutuelles, coopératives et fondations. Aujourd'hui, grâce à Benoît Hamon, c'est ouvert, y compris à des sociétés commerciales qui ont des pratiques vertueuses. Et puis, de l'autre côté, 90% des entreprises qui sont des entreprises classiques avec des actionnaires et des dividendes à verser. Le sujet, c'est de dire que de part et d'autre, il y a des avantages compétitifs importants. Ici, on sait sans doute mieux faire la gouvernance autour de l'économie sociale. Sans doute que nous avons un intérêt pour la totalité de la population et la cohésion sociale qui est plus important que pour les finances, pour aller vite. Si la boussole du capitalisme est simplement la finance, l'économie sociale a une boussole qui indique 3 nords, le social, l'économique et l'environnemental. Et il est temps de rassembler ces univers plutôt que de les opposer dans la création de structures qui allieraient la taille, la compétence, la capacité de s'internationaliser des grandes entreprises du marché avec un certain nombre de principes de l'économie sociale et solidaire. C'est ça l'objectif. Vous pensez que les mentalités sont prêtes pour ça je pense que les mentalités... Ceux qui sont pour le tout associatif, les financiers, ce qui est en train de Maintenant, changer... les gens peuvent comprendre que ça peut
matcher. Ce qui est en train de changer, c'est qu'à la fois l'économie sociale et solidaire se professionnalise de plus en plus, elle attire des gens de plus en plus diplômés, elle change de taille et d'échelle, et de l'autre côté, un certain nombre de grandes entreprises s'intéressent de manière de plus en plus sincère et authentique à leur impact social, à leur impact environnemental. Donc il est temps, là aussi, sans revenir au début de notre discussion, à ce que tout le monde se rassemble autour d'un projet qui est mettre la logique économique au service de l'intérêt général. Si vous existez, c'est que l'État ne remplit pas toutes ses missions. L'État doit indiquer, c'est un peu désolant, ça. L'État doit indiquer le chemin. Il a la légitimité démocratique, il est en charge de faire voter les lois et de faire adopter un projet politique. La mise en œuvre de ces projets, objectivement, la logique entrepreneuriale est plus efficace dans un certain nombre de cas que les services publics eux-mêmes. Donc on peut tout à fait considérer qu'il y a une logique à indiquer qui est la logique de la politique publique et que la mise en œuvre peut être déléguée à des acteurs entrepreneuriaux qui soient de l'économie sociale ou de l'économie classique. On peut concilier social et rentabilité. Donnez-nous un petit exemple de rentabilité qu'on peut obtenir en finançant un projet social. Très simplement, sur les maisons de retraite, nous en gérons plus de 70. Il y a divers types d'approches de ce secteur. Pour le privé lucratif, un secteur segmenté, des maisons de retraite haut de gamme et puis des maisons de retraite low cost pour ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux premières. En ce qui concerne les maisons de retraite et les établissements pour personnes âgées dépendantes du groupe SOS, nous avons un seul type d'institution, un seul type de service, un seul type de lieu d'excellente qualité. Par contre, la facture qui est présentée à nos résidents dépend de leur niveau de revenu, c'est-à-dire que ceux qui ont plus paient un peu plus et ceux qui ont moins paient ce qu'ils peuvent payer pour accéder au même type de service dans les mêmes établissements. Donc c'est un projet politique qui veut permettre le vivre ensemble. Alors ça c'est pour l'aspect abordable Oui. de vos entités, mais vous faites du capital investissement, vous commencez à en faire. Par exemple, oui. un investissement Mhm. dans un projet chez vous, ça Mhm. rapporte en pourcentage. Ça rapporte quoi, plus que le... La filiale du groupe... allez, 0,5, 1%. La filiale du groupe SOS qui fait du capital risque a pour objectif de verser 4% de 4%. revenus à ses investisseurs. Sauf qu'il y aura 4% de revenus financiers, mais il y aura aussi un revenu environnemental et un revenu social. C'est-à-dire les impacts qui sont mesurés ne sont pas que les impacts financiers. Nous ne finançons que des entreprises qui ont un objectif qui va au-delà de la finance et qui apporte aussi de l'impact social ou environnemental dans leurs produits. Donc c'est une forme de diversification là C'est une nouvelle manière d'investir. D'abord, le groupe SOS a la responsabilité d'aider ses camarades à grandir. Et un des moyens de les aider, c'est effectivement d'apporter des fonds propres et du prêt à ce genre d'entreprise. Ce que nous faisons, ce qui a été rendu possible, entre autres par la loi de Benoît Hamon, sur l'économie sociale Vous voyez qu'il fait des choses bien. Mais je suis absolument persuadé qu'il fait des choses très bien. C'est juste son programme qui est pas réaliste, quoi. C'est juste les conditions historiques qui font que nous ne pouvons pas avancer, on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas et on doit créer de la richesse avant de la distribuer. Le plus difficile, c'est quand même de créer de la richesse. La distribuer équitablement, on devrait y arriver. Vous n'avez pas d'objectif financier, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Oui, le chiffre de l'objectif, ça vous permettra quoi ça nous permettra de gérer plus d'institutions qui répondront à plus de demandes et qui permettront d'augmenter le nombre de nos bénéficiaires qui doit d'être autour d'1 million de personnes par an dans ce pays. Il y a de plus en plus de besoins, nous croyons dans nos services, nous croyons en notre modèle et donc nous faisons en sorte qu'ils grandissent et effectivement que le chiffre d'affaires permette de servir de plus en plus d'individus. Parfait. Jean-Marc Borrello, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président du groupe SOS. Et on rappelle donc cet ouvrage, la couverture s'affiche, pour un capitalisme d'intérêt général. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.